J'ai peur pour la vie de Lucas à ce moment-là. Je me dis que voilà, c'est grave. On est en panique. On est tous en panique. Le prédateur, en général, quand il a une proie, il choisit une proie qui est fragilisée. Il découvre un corps pendu à un arbre. C'est très difficile. C'est irréel, en fait, complètement irréel. On se dit, c'est pas possible qu'il arrive, je suis dans plein cauchemar. Le 18 mars 2015, Lucas Tronche, 15 ans, disparaît de son domicile à Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard. C'est pas normal qu'il soit pas là, qu'on sache pas où il est, qu'on n'arrive pas à le joindre. Les policiers envisagent tout d'abord l'hypothèse d'une fugue. S'il avait voulu fuguer ou s'il n'était pas bien dans sa peau, je l'aurais ressenti, je pense. Rapidement, la piste criminelle est au cœur des investigations. Une mauvaise rencontre qui peut aller jusqu'à l'assassinat, oui. Pour moi, c'est plausible. Ils se disent que peut-être un délinquant sexuel a à voir avec cette disparition. Lucas a-t-il été la victime d'un prédateur? On avait une crainte. Une crainte que d'autres enfants disparaissent. À l'époque, toute la population est traumatisée par ça. Et si Lucas avait croisé la route de Nordal-le-Landais? On s'est dit que Nordal-le-Landais était passé au mauvais endroit, au mauvais moment. Où est Lucas? Est-il toujours vivant? Pour les policiers, l'idée que Lucas soit parti par amour, c'est une idée qui fait son chemin. Et si Lucas était dans l'incapacité de donner de ses nouvelles? Un cas de séquestration où il pourrait absolument pas sortir, oui, ça peut arriver. Donc je me dis, ça se trouve, il est quelque part enfermé, il attend, il espère qu'on va le trouver. C'est en compagnie de Jean-Marc Bloch, ancien patron de la PJ de Versailles, et de Négar Aeri, avocate pénaliste, que nous allons revenir sur cette affaire non élucidée. Mercredi 18 mars 2015. C'est la fin d'une belle journée à Bagnols-sur-Cèze. Nathalie Tronche attend à l'arrêt de bus ses deux fils aînés, Lucas, 15 ans, et Valentin, 17 ans. Comme tous les mercredis à 20h, les deux garçons reviennent de leur cours de natation. Valentin sort du bus, il arrive à la voiture, et là, j'ai descendu la vitre tout de suite. Je lui ai dit, mais il est où ton frère? Il m'a dit, mais il doit être à la maison, il n'est pas venu à la piscine. Et donc là, je lui ai dit, non, je suis à la maison depuis 18h, et il n'y a personne à la maison, quoi. Alors où est Lucas? Nathalie essaie immédiatement de joindre son fils. Mais le téléphone de l'adolescent est éteint. Inquiète, elle appelle Mathis, le meilleur ami de Lucas. Mathis n'avait pas eu d'informations, il n'avait pas eu Lucas tout l'après-midi. De son côté, Valentin explique à sa mère qu'il a passé l'après-midi dans la maison familiale avec Lucas. Et qu'au moment de partir prendre le car pour rejoindre la piscine, son frère n'était pas prêt. Valentin, vers 17h05, je pense, a dû dire « Oh là là, il faut se dépêcher, parce que quand même, c'est pas à côté. » Et donc, voilà, Valentin a pris ses affaires. Et Lucas a dit à Valentin « Vas-y, je ferme. » Voilà. Et Valentin est parti, croyant que son frère était dans ses pas. Valentin avait vraiment la sensation que son frère n'était pas très loin derrière lui, quoi. Valentin s'est alors rendu comme d'habitude à l'arrêt du car en trottinette. Mais quand le bus est arrivé à 17h30, Lucas n'était pas là. Quand il est monté dans le bus, donc à 17h30, Lucas n'arrivait pas, il a essayé de le joindre et il est tombé sur la messagerie. Et là, il s'est dit, voilà, il a raté le bus est parti. Valentin raconte à sa maman qu'il ne s'est pas inquiété plus que ça de l'absence de son frère. Il a été seul à la piscine. 15 jours avant, c'est Valentin qui avait raté le bus, il n'était pas allé à la piscine. Voilà, c'était pas quelque chose de très grave en soi, quoi. En l'absence de nouvelles de Lucas et dans l'incapacité de joindre son fils, Nathalie Tronche commence à craindre que quelque chose de grave soit arrivé.
Lucas, c'est un ado très raisonnable, on sait toujours où il est. Voilà, et son téléphone n'est jamais sur mode avion ou arrêté. Enfin, non, il est toujours joignable. C'est pas normal qu'il soit pas là, qu'on sache pas où il est, qu'on n'arrive pas à le joindre. C'est très inquiet. À ce moment-là, on est très inquiet. De retour chez elle, Nathalie Tronche espère à tout moment voir rentrer son fils. Elle constate que le maillot et la serviette de bain de l'adolescent sont toujours dans la maison. Lucas n'a donc jamais eu l'intention d'aller à la piscine. Mais alors, où est-il et que fait-il? N'arrivant plus à contenir son angoisse, la mère de famille décide d'alerter les autorités. À 20h30, Nathalie Tronche se rend au commissariat de Bagnols-sur-Cèze pour signaler la disparition de son fils. Cela fait maintenant plus de 3 heures que Lucas a disparu. Au commissariat, je suis prise au sérieux immédiatement. Le fonctionnaire de police cherche alors à obtenir toutes les informations nécessaires pour lancer les recherches. Je donne une photo en même temps, donc j'explique qu'il fait environ 1m65, qu'il est châtain clair, voilà, qu'il n'a pas de barbe, qu'il fait adolescent, il est mince. Selon Nathalie Tronche, Lucas porte un jean bleu, des baskets blanches et une doudoune réversible, grise et bordeaux. Elle précise qu'il a pris son sac à dos bleu marine avec des fleurs hawaïennes. Ça a été très long, le dépôt. Enfin, j'ai trouvé que ça durait vraiment très longtemps, parce qu'au final, je crois que je suis repartie du commissariat, c'était 23h30. C'était très long, mais en même temps, ils ont déployé des moyens, le soir même. Lorsque Nathalie Tronche rentre chez elle, les premières patrouilles de police tournent déjà à la recherche de Lucas. Entourée d'amis venus la soutenir, elle attend le retour d'Éric, son mari, parti en déplacement professionnel. Quand j'arrive ici, je vois que les lumières sont allumées et je vois qu'il y a plein de voitures. Et je rencontre des amis qui arrivent au même moment et je me suis dit à ce moment-là, il y a une fête. Et un ami me dit tu n'es pas au courant, viens dans la maison, va s'asseoir, je vais te raconter ce qui se passe. C'est ainsi qu'Éric Tronche est informé de la terrible nouvelle. Et ils me disent, ben voilà, Lucas a disparu depuis, et on s'en est rendu compte à 20h, mais ça fait depuis 5h de l'après-midi qu'on ne sait pas où est-ce qu'il est. Éric Tronche se souvient alors d'un endroit où son fils aime aller. Un endroit un peu dangereux, où Lucas aurait pu avoir un accident. Il y a une maison en ruine qui est pas loin. Les pierres peuvent tomber, donc on prend les lampes et on va chercher dans les ruines pour savoir si Lucas il n'est pas inconscient, couché dans les cailloux. Le groupe explore la maison et ses environs, mais aucune trace du garçon. Éric et Nathalie Tronche, de plus en plus inquiets, émettent alors une nouvelle hypothèse. Et si Lucas avait finalement décidé d'aller chercher des pierres pour sa collection, plutôt que de partir à la piscine? Entre la maison et le pont de la Cèze, effectivement, il y a une vigne donc, où il y a pas mal de cailloux qui sont un peu noirs. Il s'amusait à ramasser ces cailloux dans cette vigne. Donc au départ, il était persuadé que c'était des météorites. Il a toute une étagère avec des tas de pierres et il collectionne les pierres. Du coup, on s'est dit, il est peut-être parti dans la vigne, il est allé chercher des cailloux, il est tombé, il s'est fait une fracture ouverte, il a perdu connaissance. Enfin voilà, on imaginait le pire. Éric et Nathalie Tronche se rendent sur place avec quelques amis et ratissent la vigne de long en large, en vain. La gendarmerie envoie alors un maître chien au domicile de l'adolescent disparu. Il y a urgence à retrouver la trace de Lucas. On confie au maître chien des chaussures pour que le chien sente les semelles, sente l'odeur de Lucas. Sans hésitation, le chien se met à suivre une piste. Il s'oriente vers le fleuve. Il part vers la Cèze à ce moment-là. Et ils sont allés chercher vers la Cèze. Mais après quelques dizaines de mètres le long des berges, le chien marque l'arrêt. Les gendarmes poursuivent les recherches à la lampe torche. Ils fouillent la végétation ainsi que les bords de la Cèze. Les lampes, elles ont une faible portée la nuit. Donc au bout d'un moment, on a dit, bon, mais on arrête, quoi. On reprendra quand il fera jour. Lucas semble s'être évaporé. À 3h30, les recherches sont provisoirement interrompues. On avait envie de continuer à chercher. Éric était aussi dans le même état.
On ne sait pas ce qu'il faut faire et on nous dit qu'il faut se reposer avant les recherches de demain. J'ai peur pour la vie de Lucas à ce moment-là, donc je ne suis pas rassuré du tout. Je me dis on va trouver le corps de Lucas. Cela fait désormais 10 heures que Lucas a disparu. La nuit est froide. Eric et Nathalie attendent la reprise des recherches. Moi, j'ai toujours cette image quand on a fermé nos volets ce soir-là, qu'on scrutait l'obscurité et qu'on se disait mais c'est affreux, ça se trouve il est quelque part et on le voit pas quoi. Quand le jour se lève, les parents de Lucas découvrent que de nombreux bénévoles sont venus prêter main forte aux policiers, aux pompiers et aux gendarmes mobilisés pour effectuer des battues. Informé de la disparition inquiétante de l'adolescent, le substitut du procureur de Nîmes autorise immédiatement la presse à diffuser un avis de recherche. Des moyens humains et logistiques importants sont alors engagés. À Bagnols-sur-Cèze et dans les alentours, il y a de nombreux endroits escarpés. Pour fouiller les zones difficiles d'accès, des militaires de la Légion étrangère sont appelés en renfort et des spéléologues explorent les grottes. On est en panique, on est tous en panique. Parce que quand vous voyez la forêt qui est autour de nous, on est inquiet. Il y a des sangliers, il y a des gouffres. Partout, les recherches s'intensifient. Un hélicoptère de la gendarmerie survole la zone. Pendant ce temps-là, des plongeurs sondent le lit de la Cèze. Alors que des dizaines d'hommes ratissent le terrain, les policiers reçoivent un premier témoignage. Une voisine de la famille Tronche dit avoir vu Lucas le jour de sa disparition. Madeleine Pareuil habite à 300 mètres de chez Lucas. J'étais sur ma terrasse en train de coudre. À un moment, mes yeux se sont levés et j'ai regardé le portail. Et j'ai vu un adolescent passer avec un sac à dos et un anorak clair, je dirais dans les gris clairs. On la connaît un petit peu, elle sait comment est Lucas. Les habits correspondent bien aux habits de Lucas. Pour moi, ça pouvait être Lucas. Madeleine Pareuil précise qu'il était à peu près 17h15. Selon elle, l'adolescent se dirigeait vers le bout du chemin qui pénètre dans les champs, derrière la maison. Les policiers prennent ce témoignage très au sérieux, car l'horaire correspond à celui de la disparition de Lucas. Ils ont regardé partout, dans le petit cabanon, par derrière, parce qu'on a des vignes derrière, que c'est clos aussi. Donc ils sont allés voir derrière, partout, dans l'intérieur. Un maître chien de la gendarmerie est envoyé de toute urgence sur les lieux. Et rapidement, les chiens se dirigent dans une direction bien précise. Ils vont partir sur cette piste et ils vont faire un tour qui est assez important. Pendant 3 heures, les chiens suivent la trace de Lucas à un rythme soutenu. Leur parcours dessine une boucle de 10 km pour revenir finalement en direction de la maison de l'adolescent. Ce qui ressort de ces premières recherches avec le chien pisteur, c'est que effectivement Lucas semble avoir fait une jolie balade, et qu'il semblait rentrer chez lui en direction de sa maison. C'est alors qu'un second témoin contacte les policiers. Il s'agit de Stéphanie Bonhomme, qui vit dans une ferme à 2 km du domicile de la famille Tronche, en lisière de forêt. Cette femme pense qu'elle a vu passer Lucas devant chez elle, un peu plus tôt dans la journée. Là, on m'a dit qu'un jeune garçon avait disparu. Du coup, j'ai prêté plus d'attention. J'ai prêté plus d'attention et en continuant mon repassage, je regardais. Un moment, j'ai vu un jeune passer. L'attitude de ce jeune intrigue Stéphanie Bonhomme. J'avais l'impression qu'il se cachait, donc j'ai regardé, ça m'a interpellée, j'ai arrêté de repasser. Et je l'ai vu traverser après en courant. Stéphanie Bonhomme décrit alors le jeune homme qu'elle a vu. J'ai l'impression, un ado quoi. Un ado habillé avec une doudoune dans les tons bordeaux et des baskets. Là, j'ai compris qu'en effet, c'était bien Lucas que j'avais vu, quoi. Les policiers savent que le blouson de Lucas est réversible. Un côté gris clair et un côté bordeaux. On est en droit de penser que Lucas a pu changer peut-être la face de sa doudoune, ne serait-ce que pour passer un peu plus inaperçu. Selon ce témoignage, Lucas avait l'air de se cacher. Les policiers commencent à envisager l'hypothèse d'une fugue. Donc on nous dit clairement, on a l'habitude, c'est une fugue. Les chiens sont transportés à la ferme de Stéphanie Bonhomme.
Et très vite, il semble repérer l'odeur de Lucas. Lucas, apparemment, est vraiment à cet endroit-là, d'après le maître chien. Mais au bout de quelques centaines de mètres, les chiens s'arrêtent, épuisés par leurs recherches qui ont commencé très tôt. On se dit, mais il faut continuer à chercher, parce que si on continue, on va le trouver. Les parents de Lucas font alors appel à un maître chien privé d'un groupe cynophile d'Avignon. On va sur les lieux où le chien de la gendarmerie s'est arrêté. Et on reprend la trace sur un sentier. Après quelques centaines de mètres, la chienne marque un arrêt près d'un taillis. Et là, le maître chien, je me souviens, qui dit voilà, quand ma chienne fait ça, c'est qu'elle est pas loin de la personne. Donc vous imaginez, bon, ça y est, on a trouvé Lucas, on est comme des fous. Pendant plus de 3 heures, le groupe ratisse la zone à la lueur de leur lampe torche. En vain. À 2 heures du matin, la chienne est fatiguée. Les recherches doivent une nouvelle fois être interrompues. Pour la deuxième nuit, on s'achemine à laisser Lucas tout seul dans ces bois, dans cette immensité-là. C'est très difficile. C'est irréel, en fait, complètement irréel. On se dit, c'est pas possible qu'il arrive, je suis dans plein cauchemar. Le scénario de l'accident s'estompe, parce qu'il y a quand même une centaine de personnes qui ont cherché toute la journée. Moi, je me dis, est-ce que c'est la fugue? Est-ce que c'est un accident beaucoup plus lointain? Pourquoi on ne l'a pas trouvé dans la première journée? Moi, j'ai les idées beaucoup plus noires le jeudi soir. Jean-Marc, la première chose qui frappe dans cette affaire, c'est la rapidité avec laquelle les recherches ont été engagées. Nathalie Tronche arrive au commissariat de Bagnols-sur-Cèze à 20h30 et 2 heures plus tard, alors qu'elle est encore interrogée, les premières patrouilles de police commencent à rechercher Lucas. Qu'est-ce qui explique que dans certains dossiers de disparition, les recherches sont engagées immédiatement et que dans d'autres, il faille attendre plusieurs jours avant que les investigations commencent? Alors tout d'abord, Lucas a 15 ans, il est mineur. Ça rend nécessairement cette disparition inquiétante et elle doit être prise au sérieux. Puis en plus, je pense que sa mère a su trouver les mots, a su convaincre les enquêteurs du bien fondé de son inquiétude, de ses inquiétudes. Elle sait expliquer à ses enquêteurs que son fils n'est pas du genre à s'absenter du domicile familial sans dire ce qu'il va faire, sans dire où il va aller. Alors bien évidemment, des recherches sont mises en œuvre immédiatement. D'autant qu'on sait que dans ce genre de circonstances, on engage une véritable course contre la montre. Plus le temps passe et plus les chances de retrouver Lucas sain et sauf s'amenuisent. Bien que des moyens très importants aient été mis en œuvre par les autorités, on a vu que les parents de Lucas ont fait appel à une brigade cynophile indépendante pour poursuivre les recherches tard dans la nuit. Est-ce que ce type d'initiative privée est encadré ? Alors bien sûr, on essaie toujours de contrôler les initiatives prises par les familles, de les coordonner avec les nôtres, afin qu'elles ne nuisent pas à l'enquête, qu'elles ne polluent pas les éventuelles pistes. Mais bien évidemment, on ne peut pas s'y opposer. Imaginez, Arnaud, dans ce genre de situation, on ne peut pas rester passif, on ne peut pas rester dans l'attente. Alors très vite, Jean-Marc, les parents de Lucas vont orienter les enquêteurs sur l'éventualité d'un accident. Alors bien sûr, c'est la première hypothèse qui vient à l'esprit, d'autant que les parents de Lucas expliquent aux enquêteurs que celui-ci se balade parfois dans la campagne pour aller chercher des pierres et que pour trouver des pierres rares, il n'hésite pas à aller dans des endroits difficiles d'accès qui peuvent être dangereux. Qu'est-ce qu'on peut déduire du témoignage de la voisine qui dit avoir vu passer Lucas vers 17h15 ? Je rappelle que c'était seulement quelques minutes après le départ de son frère Valentin. Alors d'une part, ça prouve qu'il n'était pas à ce moment-là sous la contrainte, qu'il était libre de ses mouvements. Et puis, ça peut faire penser qu'il a dit à son frère « Va à la piscine, je vais te rejoindre », alors qu'il avait une toute autre idée en tête, celle d'aller se balader ailleurs. Et justement, selon vous, qu'avait-il l'intention de faire ? Pour le moment, c'est impossible de répondre à cette question. Mais on peut penser au regard de la piste suivie par le chien qui part de la maison de la voisine pour rejoindre la maison familiale en faisant une boucle de 10 km. Et 10 km, c'est intéressant, ça se fait en à peu près 2 heures. On peut imaginer que Lucas pensait être rentré avant que sa mère ne s'inquiète. Seconde hypothèse, la fugue. Une autre voisine dit avoir vu Lucas le lendemain de sa disparition. Selon elle, il semblait se cacher.
Ce qui peut paraître un peu curieux, parce que si Lucas avait réellement eu l'intention de fuguer, en toute logique, il ne serait pas resté près de chez lui. Alors oui, effectivement, en général, les fugueurs essaient de mettre une grande distance entre eux et le domicile qu'ils ont quitté. Mais il arrive bien souvent que rapidement, ils ont faim, ils ont soif, ils ont trop chaud, ils ont trop froid, et qu'ils cherchent à regagner ce domicile familial, mais que par peur des réprimandes, ils n'osent pas y rentrer immédiatement. Cela fait maintenant plus de 48 heures que Lucas a disparu. Nathalie et Éric Tronche passent une deuxième nuit d'angoisse en espérant à chaque instant avoir des nouvelles de leur fils. Pendant ce temps-là, les enquêteurs cherchent à savoir qui est Lucas, ce qu'il aime et ce qui aurait pu le décider à quitter sa famille. English poem, Multicultural Day. People of many nations, of black and white and brown, they celebrate their cultures in the big park in the town. Migrants and children of migrants from places near and far away. Their cultures are separated. Lucas est un adolescent vraiment hors du commun. Il fait attention à tout, il nous aide pour tout. C'est un enfant idéal. C'est un garçon adorable, très heureux de vivre. Il aime beaucoup rigoler. Un enfant serviable, voilà. Toujours à l'écoute des autres, toujours soucieux qu'autour de lui, tout le monde soit content et heureux. Deuxième d'une fratrie de 3 garçons, Lucas s'entend bien avec ses frères. Il est aussi très attaché à ses parents, qui sont chercheurs dans l'industrie nucléaire. C'est une famille en or, comme on dit. C'est une famille qui bouge, qui fait des voyages, qui a des projets, qui adore ses enfants. C'est une famille qui est une famille rêvée pour des enfants, en fait. Hein. Tout se passe bien pour Lucas, dans sa famille comme au lycée. C'est un bon élève qui adore le week-end retrouver ses amis scouts de Bagnols. Lucas, c'est quelqu'un de très gentil, un peu rêveur, qui aime beaucoup la nature et qui se prend pas beaucoup la tête. Alors Nathalie Tronche en est certaine. Son fils n'avait aucune raison de fuguer. On comprend pas pourquoi il serait parti, quoi, parce que vraiment, à la maison, il y a une bonne ambiance, il s'entend bien avec ses frères, avec nous. Lola, qui connaît Lucas depuis l'école primaire, a le même sentiment. S'il avait voulu fuguer ou s'il n'était pas bien dans sa peau, je l'aurais ressenti, je pense. Rien dans le comportement de Lucas n'a alerté ses proches. Je me rappelle le matin justement de sa disparition, je l'avais trouvé tout élégant, il avait mis une petite chemise et il était hyper joyeux. C'est pour ça que ça m'a semblé vraiment bizarre la fugue, puisque je le trouvais heureux ce jour-là. Lucas semble être un adolescent sans problème. Alors pourquoi a-t-il décidé ce mercredi 18 mars 2015 de partir de chez lui sans prévenir ses parents? Les policiers décident d'interroger tous ses camarades de classe. Ils veulent s'assurer que le garçon n'avait aucun secret pour sa famille. Ce qu'ils découvrent par contre, c'est que Lucas, depuis tout petit, ce que la famille ignorait, on se moquait de lui. Il apparaît que depuis son plus jeune âge, Lucas a supporté les moqueries de ses camarades. En primaire, parce qu'il avait un petit peu de poids. Quand il est arrivé au collège, là c'était les moqueries par rapport à son nom de famille, Tronche. Au lycée, il y a pas mal d'élèves qui se moquent de lui parce qu'il a justement l'arrière du crâne qui est plat. Se pose alors la piste d'un éventuel suicide de Lucas. J'y crois pas du tout, parce qu'il était vraiment très heureux de vivre, Lucas. Lucas, il est croyant, il est très riche spirituellement, et je crois pas au suicide pour Lucas, non. C'est alors que 48 heures après la disparition de Lucas, Nathalie Tronche obtient une information étonnante. Je reçois un coup de fil d'une jeune fille qui nous dit qu'en fait, dans le bus, elle avait entendu d'autres jeunes qui disaient « mais de toute façon, Lucas, il se planque, on sait très bien que c'est Fabien qui le planque à Saint-Gervais ». La jeune fille ajoute que Fabien n'est pas un copain de Lucas, mais qu'ils sont scolarisés dans le même lycée. Nathalie Tronche prévient immédiatement la police. Les enquêteurs se rendent alors chez Fabien à Saint-Gervais, petite commune proche de Bagnols-sur-Cèze. En arrivant près de sa maison, ils découvrent une inscription particulièrement intéressante. Les enquêteurs trouvent une inscription pas très loin de la maison, avec marqué « Lucas, c'est Fab », avec une flèche qui pointe vers la maison.
À ce moment-là, on a eu beaucoup d'espoir parce qu'on s'est dit, ça y est, ça se trouve, il est là-bas, il est caché, il n'ose pas revenir, il a fait une bêtise, il se dit j'ai fait une bêtise et voilà. Mais l'espoir va être de courte durée. Les policiers vont vite établir que Fabien ne sait absolument pas où est Lucas. En revanche, le garçon admet avoir gravé l'inscription sur le sol. Il dit que c'était pour éventuellement dire à Lucas de passer s'il était dans le coin. Mais alors, où est Lucas ? À la recherche d'indices, les enquêteurs fouillent sa chambre de fond en comble. Ils trouvent 120 €, toutes ses économies, ainsi que sa pièce d'identité et sa carte de bus. En général, les jeunes qui font des fugues, ils prennent de l'argent. Et en fait, Lucas n'a pas pris d'argent du tout. Il a laissé tout son argent dans sa chambre. Et il n'a pas pris d'affaires, il n'a pas pris de vêtements, il n'a rien pris, quoi. Fuguer sans prendre son argent semble effectivement très étonnant. Mais Eric et Nathalie Tronche ont peut-être une explication. Celle d'une disparition volontaire de Lucas, motivée par une de ses grandes passions. Il aime la nature, il aime les animaux, il aime les émissions de survie. Les enquêteurs découvrent un adolescent fasciné par la survie en milieu hostile. Et qu'en plus, ils savent qu'il est scout. Que donc il a l'habitude, entre guillemets, d'aller bivouaquer dans la nature, qu'il sait un petit peu se débrouiller. Effectivement, il y a une hypothèse à ce moment-là qui sort, qui serait parti de son plein gré, aller un petit peu se confronter à la nature, au milieu hostile, comme le fait l'animateur de cette émission. Les parents de Lucas se raccrochent à l'espoir que leur fils se cache volontairement dans les bois. Et lors de l'enquête de voisinage, les policiers recueillent un témoignage qui renforce cette hypothèse. Une femme raconte que les lumières extérieures de sa ferme se sont allumées 2 fois dans la nuit de la disparition. Une première fois à minuit 40, une seconde fois 1 heure plus tard. Ces lumières, d'après elle, ne se déclenchent que si un humain passe, pas un animal en fait. Il faut savoir que c'est une nuit froide, voire même plutôt très froide. Elle se demande du coup, cette voisine, si Lucas serait pas venu se mettre à l'abri dans son étable pour justement se mettre un petit peu au chaud, quoi. La ferme se trouve à près de 5 km de la maison de Lucas Tronche. Les enquêteurs prennent ce témoignage très au sérieux. Ils vont inspecter tout le corps toute la ferme. Alors il faut savoir que c'est un corps de ferme avec plusieurs maisons, il y a un garage, il y a une étable, il y a un puits. Ils vont tout fouiller, ils vont vraiment tout inspecter. Ils vont y passer plusieurs heures, ils vont vraiment éplucher le moindre recoin à la loupe, mais ils ne vont rien trouver. Impossible donc de savoir si Lucas est bel et bien passé par là. Négard, dès le début de l'affaire, le substitut du procureur a autorisé la presse à diffuser un avis de recherche. L'objectif étant bien évidemment de recueillir le plus de témoignages possible. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas avoir déclenché le dispositif alerte enlèvement ? L'alerte enlèvement, on ne peut pas la mettre en œuvre n'importe comment. Il y a des critères de déclenchement qui supposent que les autorités judiciaires aient en main des informations suffisamment précises à diffuser à la population pour que la population puisse les aider en retour. Par exemple, il faut qu'on ait vu l'enfant monter dans la voiture d'un adulte, qu'on ait la plaque d'immatriculation du véhicule ou encore les caractéristiques de l'adulte. Et puis surtout, il faut qu'on ait la certitude qu'il s'agit bien d'un enlèvement et pas seulement d'une disparition même inquiétante. Or, dans notre affaire, au tout début, à cette époque de l'enquête, on n'a aucune de ces informations et surtout, on envisage encore la possibilité qu'il s'agisse d'une fugue ou d'un accident. Donc l'alerte enlèvement ne pouvait pas être mise en œuvre. Une information judiciaire pour enlèvement et séquestration va être ouverte. Très rapidement, les parents de Lucas Tronche vont se constituer partie civile. Concrètement, qu'est-ce que cela va leur apporter ? La personne qui s'estime victime d'une infraction pénale a la possibilité, lorsqu'une instruction judiciaire est ouverte, de se constituer partie civile devant le juge d'instruction. Et lorsque cette qualité est acquise, elle va devenir partie à la procédure, elle va pouvoir y participer. Par exemple, elle pourra demander au juge d'instruction à être entendue, elle pourra demander à être confrontée à d'autres personnes mises en examen, et puis surtout, elle aura accès, par l'intermédiaire de son avocat, au dossier de la procédure. C'est-à-dire qu'elle pourra, en temps réel, voir ce qui s'est passé, quelles sont les investigations qui ont été faites, en demander certaines, en contester d'autres. Lorsque les parents de Lucas Tronche se constituent partie civile, tous ces droits leur sont acquis. Et il y a par ailleurs un autre intérêt, d'aspect cette fois-ci plus psychologique, mais qu'il ne faut pas non plus négliger, c'est qu'en se constituant partie civile, en devenant un acteur de la procédure, on a aussi peut-être un peu moins l'impression que les choses vous échappent. On a entendu l'angoisse des parents de Lucas, leur désarroi. Se retrouver face à une telle épreuve doit être terrible.
Est-ce que la loi prévoit un accompagnement psychologique dans ce genre de situation? Non, la loi ne prévoit pas d'accompagnement psychologique et d'ailleurs, ça n'est pas son rôle. En revanche, il y a des structures, de nombreuses associations qui existent et qui viennent en aide aux victimes et surtout qui les accompagnent durant toute la procédure pénale. Une semaine après la disparition de Lucas, un nouveau témoignage va être porté à la connaissance des enquêteurs. Un motard de 25 ans est persuadé d'avoir croisé Lucas sur une route de campagne à 15 km de Bagnols-sur-Cèze. Le jeune motard, il explique aux enquêteurs qu'en passant sur ce chemin un peu isolé, il est tombé sur un adolescent qu'il a fixé, qui avait l'air de pas vouloir être vu là où il était. Il trouvait bizarre que ce jeune garçon soit là. Il a roulé un petit peu, puis il a fait demi-tour. Il est repassé justement pour voir le visage de cette personne. Le motard décrit l'adolescent qu'il a croisé. Un gamin d'1m60, 1m65, à peu près la taille de Lucas, et dans un accoutrement qui est celui de Lucas. Ce qui est troublant, c'est qu'il décrit vraiment la doudoune de Lucas. Il décrit le sac aussi, le pantalon, les chaussures, et donc c'est assez troublant, quoi. Le motard fournit un autre détail particulièrement important. Il décrit vraiment Lucas parce qu'il décrit aussi effectivement sa particularité qu'il a au niveau du crâne, puisqu'il a le crâne légèrement aplati à l'arrière, et c'est vrai que voilà, ce motard, il décrit aussi ce signe particulier. Donc ça amène encore de la crédibilité. Ça, c'est un détail qui va interpeller les policiers, puisque c'est un détail qui n'avait jamais été donné. Les policiers se rendent sur place avec le motard et ils découvrent près du chemin une cabane de chasse. Dans laquelle ils vont trouver un couteau, une bouteille d'eau vide et une sorte de couchage un peu rudimentaire. Et pour les enquêteurs, cette découverte, elle est quand même très intéressante parce que elle agrémente la piste du départ volontaire et de Lucas qui serait peut-être passé par cet endroit-là pendant quelques jours, peut-être une nuit ou deux, pour se cacher. Les enquêteurs fouillent alors les environs de la cabane et reviennent en pleine nuit dans l'espoir d'y surprendre Lucas. En vain. Ils apprennent alors que le témoin a un profil bien particulier. C'est quelqu'un qui a été connu pour des faits de cambriolage, de vol, de consommation de drogue, de conduite sans permis. Comme ça se fait toujours, les enquêteurs vont aussi fouiller du côté des réseaux sociaux de ce jeune homme. Et là, c'est intéressant aussi puisqu'on découvre que ce jeune a une passion pour les armes. Il dit même à un moment donné qu'il aime tellement les armes qu'il aimerait devenir tueur à gages. Selon Nathalie Tronche, ce casier judiciaire chargé est paradoxalement une preuve de la véracité de ce témoignage. Pour moi, ça amène encore de la crédibilité à son témoignage, parce que ce jeune, il n'avait aucun intérêt à appeler la police. Et je l'ai rencontré plus tard, j'ai discuté avec lui, je l'ai regardé dans les yeux, et pour moi, il dit la vérité, quoi. Mais les enquêteurs ne partagent pas l'opinion de Nathalie Tronche. De simples témoins, le motard va devenir suspect. Donc voilà, les policiers ont quand même un profil un peu particulier en face d'eux. Les hommes du SRPJ de Montpellier s'intéressent alors de près à ce soi-disant témoin. Les enquêteurs, ils vont faire une visite du domicile de ce jeune et ils vont tomber sur des armes de chasse. Des prélèvements sont effectués sur les armes, dans la salle de bain et dans la cuisine. Ils sont à la recherche d'un petit indice, ne serait-ce qu'une trace de sang ou une trace ADN qui pourrait prélever, qui pourrait dire que Lucas est passé par là. L'idée à ce moment-là des enquêteurs, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose, peut-être une rencontre qui aurait mal tourné? Aucun élément ne permettra de relier le motard à la disparition. Et le jeune homme continuera de dire qu'il est persuadé que l'adolescent qu'il a croisé est bel et bien Lucas Tronche. À Bagnols-sur-Cèze, les investigations se poursuivent pour tenter de retrouver Lucas. Ses parents, Nathalie et Eric, veulent croire que leur fils est quelque part près de chez eux. Ils savent que plusieurs témoins pensent avoir vu Lucas, alors ils ne cessent de le chercher dans la campagne. Le jour se lève à 5 h, au mois de mars. Et à 5 h, avec Eric, on prend le vélo et on part en vélo et on va sillonner toutes les petites routes au bas de la colline en criant Lucas. Eric et Nathalie Tronche ne sont pas seuls dans leur recherche. On a une mobilisation qui est exceptionnelle. On a plusieurs milliers de personnes qui vont participer aux recherches.
En tant que journaliste, j'avais jamais vu ça, j'avais jamais même envisagé ça. Je pensais pas que autant de gens pouvaient venir. Ça a été vraiment un grand soulagement parce qu'on était un peu livrés à nous-mêmes. À la mairie, Jean-Yves Chapelet prend les choses en main. J'ai la chance d'avoir fait mon service dans les parachutistes et donc j'ai appris il y a très très longtemps à ratisser un territoire. Plus on a de gens qui arrivent, plus on a d'équipes qui se forment, plus on élargit notre terrain de recherche. J'ai marché entre 10 et 12 km en moyenne par jour. Je me suis forcé, j'étais épuisé, mais jamais j'avais autant marché pour quelqu'un. Mais là, c'était quelque chose qui vous poussait, qui vous donne la rage. Les premières semaines, je n'ai pas beaucoup dormi. Et je pense ne pas être le seul, car encore une fois, on assimile Lucas à notre propre enfant. Ça a été quelque chose de fabuleux, parce que pour nous, c'était porteur d'espoir, parce que plus on était, plus on avait des chances de retrouver Lucas si jamais il était accidenté quelque part et en péril. C'est lors d'une de ces battues qu'un groupe de volontaires a aperçu quelqu'un assis en haut d'une falaise. On a hurlé, il y a 3 bonhommes. Donc 3 bonhommes qui ont de la voix, comme la mienne. On a hurlé, donc c'était phénoménal. La personne regardait, donc on faisait des grands signes, on faisait des grands trucs, descends, reviens, si c'est toi Lucas, reviens, on est là pour t'aider, on va te donner un coup de main. Le groupe décide de prendre la silhouette en photo. Pour moi, ça pouvait être Lucas, On lui dit on va monter, on va venir te chercher, si tu as peur, ne bouge pas. On essaie de le rassurer. À ce moment-là, on se dit c'est Lucas, bon effectivement c'est une fugue, il va descendre, on va le ramener chez lui, on est heureux, vous savez, comme si vous ramenez la Coupe du Monde. Voilà, on est hyper heureux. Mais la silhouette se lève et disparaît dans la végétation. Et quelques minutes après, la nuit tombe. Nathalie et Éric Tronche décident alors d'aider leur fils à survivre seul dans la nature. L'espoir pour nous, c'était qu'il soit vraiment caché dans la colline, qu'il ait faim et soif, et qu'on lui vienne en aide en lui donnant à manger et à boire, quoi. C'est tout ce qu'on espérait. On a mis des réserves de nourriture à certains endroits clés, voilà, des carrefours de passage, pour qu'ils puissent manger et boire. Et pour tenter de communiquer avec Lucas, Éric et Nathalie Tronche accrochent dans la nature des messages, des petits mots, pour donner rendez-vous à leur fils, dans le bois aux potirons. C'est un code entre nous où on avait trouvé des potirons dans un bois. Voilà, un endroit où personne ne peut savoir où c'est. Mon état d'esprit, c'était que peut-être ça allait marcher. Pendant un mois, je suis allé tous les soirs dans ce bois attendre Lucas. Mais au bout d'un mois, après 30 rendez-vous, une trentaine de rendez-vous, je me suis dit ça sert plus à rien, j'ai plus de vie non plus. Le début de nuit, à passer mon temps dans ce bois tout seul, à être chargé par des sangliers. Voilà. Donc j'ai arrêté. Est-il vraiment possible que Lucas ait eu un accident ou se soit suicidé sans que les nombreuses battues n'aient permis de le retrouver ? Est-il vraiment possible que l'adolescent continue de se cacher dans la nature en refusant de rentrer chez lui ? Les policiers envisagent parallèlement une autre piste. Et si Lucas avait été la victime d'un meurtre ? Alors, comme toujours en matière criminelle, les enquêteurs commencent par fouiller la piste familiale. Les enquêteurs, dès le début de l'enquête, ils doivent se poser des questions, même si c'est pas forcément facile d'aller sur ce terrain-là, mais ils doivent se poser des questions sur la famille de Lucas. Ils doivent vérifier que Valentin dit bien la vérité, et ils doivent vérifier qu'il ne s'est rien passé cet après-midi-là avant que Valentin parte à la piscine. Il n'y avait aucune trace de lutte dans l'habitation familiale le soir de la disparition. Rien d'inhabituel. Les enquêteurs décident tout de même de pousser les investigations. Ils passent la maison au luminol, produit chimique qui permet de révéler des taches de sang invisibles à l'œil nu. Aucune trace significative n'apparaît lors de cette expertise. J'ai compris que c'était la procédure et je trouve ça tout à fait normal. Donc autant évacuer tout de suite l'hypothèse où Lucas il aurait été tué par nous ou par son frère. Les enquêteurs entendent ensuite tous les membres de la famille. On est auditionné, ça dure longtemps.
Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais au moins 5 heures. Et on parle de ce qu'on a fait dans la journée, de comment était Lucas. Les enquêteurs veulent reconstituer la journée du 18 mars 2015, minute par minute. Où se trouvait Lucas? Qu'a-t-il fait? Avec qui était-il? Ce jour-là, il est arrivé au lycée à 8 heures. On s'est dit bonjour le matin même, puisqu'on avait cours le matin. Et après, on est allé au sport, vu qu'on avait cours de sport, et après, on est parti, donc je ne l'ai pas revu. À midi, fin des cours. Lucas est attendu chez lui pour déjeuner avec ses 2 frères et la femme qui les garde le mercredi. Les enquêteurs visionnent les enregistrements de la caméra de vidéosurveillance installée sur son parcours. Lucas apparaît bien à l'image à 12h09, marchant en direction de son domicile. Vers 12h30, Lucas est arrivé chez lui. La nounou est partie à 15h avec Arthur, le petit frère. Lucas et Valentin sont alors restés seuls à la maison. Valentin est entendu par les policiers le 20 mars et le 26 mars, entre 21h et minuit 45. Les auditions pour Valentin ont été très dures. C'est un jeune qui n'avait jamais vécu d'audition par la police. On vous pose des questions à la chaîne, on vous dit qu'est-ce que tu faisais, tu as peut-être eu un accident avec ton frère, dis-nous où il est caché ou quoi que ce soit. La police lui pose plusieurs questions sur les relations qu'il a avec son frère, quelle place ils ont tous les deux dans la maison, est-ce qu'ils s'entendent bien. Valentin est bouleversé. Il aime son frère et c'est ce qu'il leur dit, qu'il aime son frère, qu'il est peiné de le voir disparaître et qu'il n'a absolument rien à voir dans la disparition de Lucas. Je pense que Valentin, il a vieilli d'un coup, quoi. Valentin raconte sans jamais changer de version son après-midi avec Lucas. Il dit avoir passé l'essentiel de son temps dans sa chambre, sur son ordinateur. À un moment donné, il est venu dans la cuisine pour goûter, pour chercher quelque chose à manger. Il a regardé dehors et il a vu que Lucas était au milieu de la cour. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il faisait dans la cour. Il était avec son téléphone. Pour confirmer cette déclaration, les enquêteurs mènent des vérifications auprès de l'opérateur téléphonique de Lucas. Les vérifications indiquent que Lucas était bien sur son téléphone portable sur Internet entre 15h et 17h14, l'heure où il a éteint son téléphone. Valentin raconte ensuite aux policiers avoir quitté la maison en trottinette vers 17h10. Les enquêteurs vérifient les images de vidéosurveillance de la commune. Ils y voient Valentin se diriger vers l'arrêt de car en trottinette à 17h09. Une deuxième caméra le filme à 17h26 dans le centre-ville, tout près du bus. Les images sont très claires, on voit Valentin tout seul sur sa trottinette, il n'y a aucune trace de Lucas sur ces images. Les images de la vidéosurveillance confirment ce qu'a dit Valentin. Valentin affirme aussi avoir appelé Lucas 2 fois avant de monter dans le car à 17h30 et 17h34. Les relevés téléphoniques confirment également ces déclarations. Tous ces éléments n'empêchent pas les enquêteurs de continuer à enquêter sur Valentin. Et donc, ils mettent son téléphone sur écoute pendant 2 mois. Ils ont écouté toutes ces conversations, essayé d'analyser ce qu'il pouvait dire, à la recherche peut-être d'un élément qui aurait pu le compromettre. C'est un adolescent de 17 ans. S'il avait commis quelque chose, le poids de cette faute, il aurait forcément craqué à un moment ou à un autre. Ils auraient senti qu'il y avait quelque chose d'anormal. Aucun élément n'a permis de remettre en doute la parole de Valentin, celle de ses parents et celle de son petit frère non plus. La piste familiale est aujourd'hui fermée. Jean-Marc, qu'est-ce que nous apprend l'audition de Valentin ? Valentin est très précis dans ses déclarations, dans les réponses qu'il fait aux enquêteurs. Il raconte en détail le jour de la disparition de son frère Lucas. Ces détails peuvent être vérifiés par l'exploitation de la téléphonie, par l'exploitation de la vidéo. Et cette exploitation corrobore les dires de Valentin. Il semble donc qu'il ne manque pas, il dit la vérité. Mais alors pourquoi, selon vous, l'avoir placé sur écoute pendant plusieurs semaines ? Bien, Valentin est le dernier à avoir vu son frère Lucas le jour de sa disparition. Alors il est normal, en pratiquant des écoutes téléphoniques, de voir avec qui il est en contact et d'entendre, d'écouter la teneur des propos qu'il a avec ses correspondants. Et puis, il faut essayer de savoir aussi s'il n'est pas victime de chantage, de menaces qui l'empêcheraient d'avoir une parole libre. Valentin apprend aux enquêteurs qu'il a vu Lucas dans l'après-midi, son téléphone à la main, à l'extérieur de la maison. Est-ce qu'on peut en déduire quelque chose ?
Ça pourrait laisser penser que Lucas a voulu s'isoler pour avoir une conversation téléphonique sans que son frère ne l'entende. Mais l'étude de la téléphonie de Lucas montre qu'il n'y a pas eu d'appel téléphonique. Lucas a simplement navigué sur des sites internet. Il n'avait donc aucune raison de s'isoler. Les enquêteurs ont demandé à l'opérateur téléphonique de Lucas s'il pouvait leur communiquer un récapitulatif du trafic internet de l'adolescent. Mais d'après nos informations, l'opérateur n'a pas été en mesure de répondre à cette demande. C'est dommage et c'est même très dommage. Ça aurait permis de savoir sur quel site Lucas s'était rendu pour obtenir des informations et quel type d'informations il cherchait à avoir. Et puis ça aurait peut-être permis de savoir aussi sur quelle application il était allé pour éventuellement le chatter. Ça aurait donné un éclairage nouveau à cette affaire. Ça aurait permis de connaître ses intentions, ses projets, peut-être même ses projets très immédiats. Alors que les investigations de la police technique et scientifique effectuées dans la maison n'ont rien donné, une autre piste criminelle est alors envisagée, celle de la mauvaise rencontre. Cela fait maintenant 10 jours que Lucas a disparu. Est-il possible que l'adolescent ait croisé un prédateur? A-t-il été enlevé ou tué par un rôdeur? Ces questions sont maintenant au cœur de l'enquête. Le prédateur, en général, quand il a une proie, il choisit une proie qui est fragilisée. Si Lucas il est en balade à ce moment-là et qu'il est abordé par quelqu'un qui lui demande de l'aide, moi je pense que Lucas il va l'aider, quoi. Donc ça c'est une inquiétude. L'hypothèse de la mauvaise rencontre est pour moi vraiment très plausible. Oui. Une mauvaise rencontre qui peut aller jusqu'à l'assassinat, oui. Pour moi, c'est plausible. Des centaines de riverains sont entendus, ainsi que des joggeurs et des promeneurs. Mais personne n'a rien vu de suspect le jour de la disparition de Lucas. Une fois que la police a travaillé sur le premier cercle, a travaillé sur le quartier, ils sont obligés d'élargir. Et pour élargir, ils ont la vidéosurveillance. Les policiers vont alors tout mettre en œuvre pour savoir qui est passé par Bagnols-sur-Cèze le 18 mars 2015. Ils visionnent alors les images de vidéosurveillance du pont de Cèze qui permet d'accéder au quartier de Lucas. Alors si ce pont les intéresse et si ce passage les intéresse, c'est que des ponts sur la Cèze, il n'y en a pas 50. Les enquêteurs concentrent leurs investigations sur le créneau horaire de la disparition. Ils relèvent les plaques d'immatriculation de tous les véhicules qui ont traversé le pont entre 17h08 et 17h38. 1171 voitures sont répertoriées. Les enquêteurs vont identifier déjà tous les propriétaires des véhicules, savoir quel était leur point de départ, vraiment déterminer que chaque véhicule ne peut pas être lié à la disparition de Lucas. Ce travail colossal ne permet pas d'identifier un suspect. Les policiers recensent également tous les numéros de téléphone portable qui ont borné sur les antennes relais du secteur le jour de la disparition. Ça permet aux policiers d'avoir une photographie de la présence physique des personnes qui étaient là sur le secteur à ce moment-là. Et là, ils vont éplucher toutes les communications passées, plusieurs centaines de milliers de communications, rien que pour la demi-journée entre 16h et 22h du 18 mars. Et c'est plus d'1 million pour la journée complète. Et même pour l'antenne relais qui est la plus proche du domicile des parents, c'est plus de 1000 communications qu'il faut analyser. Parallèlement à ces investigations, les enquêteurs consultent le FIGS, le fichier qui regroupe les personnes condamnées pour des infractions sexuelles. Ils se disent que peut-être un délinquant sexuel à voir avec cette disparition. Les policiers découvrent que 35 personnes sont fichées sur Bagnols-sur-Cèze et que 31 autres sont recensées aussi dans les petits villages qui sont au nord de Bagnols-sur-Cèze. Ça fait donc 66 personnes. J'ai été très surpris d'apprendre cela. Ça ne nous rassure pas. Ça ne nous rassure pas. On a l'impression qu'on découvre un autre monde. En tant que parent, je suis inquiet. C'est vrai que quand ces chiffres-là sortent, ça fait presque froid dans le dos. On est face à des profils particulièrement inquiétants puisque on est dans des affaires de mœurs liées pour la plupart à des mineurs. Les 66 individus sont entendus, leur alibi vérifié et pour certains, leur domicile perquisitionné. Ils vont rien laisser au hasard. C'est un travail colossal, c'est un boulot de fourmi, ça leur prend plusieurs semaines et ça ne donne rien.
Négard, on vient de le voir, les policiers ont recherché des suspects potentiels dans le FIJES, le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles. Qui sont les individus inscrits dans ce fichier ? Le FIJES est un fichier qui a été créé par une loi de mars 2004 qui est tenu par le service du casier judiciaire sous l'autorité du ministère de la Justice. Et on y a inscrit les noms de toutes les personnes qui ont été condamnées à une série d'infractions précisées par la loi, extrêmement graves, généralement qui sont de nature sexuelle et ou ont été commises sur des mineurs. Par exemple, les violences et meurtres sur mineurs, la diffusion d'images à caractère pédopornographique, les viols, les actes de torture et de barbarie font partie de cette liste. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'utilité de ce fichier ? C'est un outil de lutte contre la récidive des infractions à caractère sexuel. Les personnes qui sont inscrites au FIJES ont des obligations, notamment de justifier régulièrement et rapidement de leur adresse ou de tout changement d'adresse. Et lorsque, nous dit la loi, leur dangerosité le justifie, elles peuvent même être amenées à se présenter une fois par mois au commissariat de leur domicile. Donc l'idée, c'est que les autorités judiciaires gardent une trace des personnes qui ont été condamnées à ces infractions pour pouvoir rapidement les identifier et les localiser si l'enquête sur une nouvelle infraction de ce type l'exigeait. Il y a, au moment de la disparition de Lucas Tronche, 66 personnes inscrites dans ce fichier, vivant à Bagnols-sur-Cèze ou dans les alentours. Qu'est-ce qui explique l'importance de ce nombre ? Alors, deux choses. D'abord, le nombre des inscrits au FIJES ne peut qu'augmenter avec le temps puisque la durée de l'inscription est longue, de 10 à 30 ans selon la gravité de l'infraction et selon que l'auteur était majeur ou mineur au moment des faits. Et puis certaines de ces infractions, alors même qu'elles ne sont pas les plus graves du point de vue de la peine encourue, sont très fréquemment commises, comme par exemple toutes celles qui sont relatives à la pédopornographie sur Internet. Donc tout ça explique que le nombre des inscrits au FIJES augmente d'année en année. Alors que les vérifications menées sur les individus fichés n'ont rien donné, le témoignage spontané d'une femme va relancer l'enquête. Elle raconte que l'après-midi de la disparition de Lucas, elle se promenait avec son père près de la maison de l'adolescent. Elle se souvient très bien d'avoir croisé un homme qu'elle n'avait encore jamais vu dans le coin, un homme au comportement étrange. Cet homme m'a paru louche. C'est pour ça que j'ai un peu angoissé. Hein, et on n'est pas resté longtemps en bord de Cèze par rapport à cet homme. On est remonté à la maison. J'étais pas tranquille. Marie-Joseph Ruggieri a eu la sensation que l'homme avait quelque chose à cacher. Ce qui m'a paru inquiétant un peu chez cet homme, c'est son regard qui était pas direct. Il a dit « Bonjour messieurs, dames », mais en tournant la tête. Voilà. C'est ce qui m'a inquiété. Je l'ai trouvé très, très bizarre, très fuyant, un regard fuyant. C'est ce qui m'a inquiété. Le 28 juillet 2015, soit 4 mois après la disparition de Lucas, les enquêteurs se rendent chez le témoin pour établir un portrait robot. Marie-Joseph Ruggieri décrit alors aux enquêteurs un homme d'environ 40 ans, chauve, sans lunettes, mince, au visage allongé et aux joues creusées, avec des tatouages sur les 2 avant-bras. 3 mois plus tard, la police rend public le portrait robot de l'homme tatoué. Mais aucun témoignage ne permet d'identifier cet individu. Cet homme, les enquêteurs veulent le trouver puisque c'est potentiellement un témoin. Ils ont fait plusieurs enquêtes, ils sont revenus plusieurs fois me voir à la maison. Que faisait cet homme à proximité du domicile des Tronches, le 18 mars 2015 ? Est-il possible qu'il ait vu quelque chose ? Ou qu'il soit impliqué dans la disparition de Lucas ? Impossible de répondre tant que l'identité de l'homme tatoué reste un mystère. Il nous fait peur parce que c'est la piste du prédateur, c'est la piste de quelqu'un qui habituellement n'est pas là, est présent ce jour-là, que l'on ne connaît pas et qui est là pour enlever Lucas. Cela fait déjà 6 mois que Lucas a disparu. La piste de la mauvaise rencontre est maintenant privilégiée. Mais les policiers ne parviennent toujours pas à élucider les circonstances de la disparition. C'est alors qu'ils vont avoir connaissance d'une information très importante. Fin septembre 2015, donc quelques mois après la disparition de Lucas, il va se passer quelque chose d'intéressant à Beaucaire, à un peu moins de 50 km de Bagnols. Il y a un jeune, un adolescent de 16 ans lui aussi, qui est victime d'une tentative d'enlèvement. Le rapprochement avec la disparition de Lucas Tronche est immédiat. Le garçon, qui a réussi à s'échapper, est de toute urgence entendu par les policiers. Il raconte que 2 hommes ont essayé de le faire entrer de force dans une camionnette blanche. Et il se souvient d'une chose particulièrement importante. L'un d'entre eux avait un tatouage sur le bras,
Ce qui intéresse fortement les enquêteurs dans le cadre de la recherche de l'homme tatoué. S'agit-il du même homme aperçu près du domicile de Lucas le jour de la disparition? Le 2 octobre 2015, l'adolescent victime de la tentative d'enlèvement collabore à la création d'un portrait robot. Il va donner des détails qui correspondent au portrait robot aussi de Lucas, de celui qui a été décrit à côté de chez Lucas. Donc on parle des joues creuses, on parle du crâne rasé, on parle d'un homme qui aurait une quarantaine d'années, plutôt mince. Le portrait robot que l'adolescent établit ressemble énormément à celui de l'homme tatoué recherché dans l'enquête sur la disparition de Lucas Tronche. Les deux affaires pourraient donc être liées. Les policiers découvrent alors une affaire qui étonnamment était passée inaperçue. Ils apprennent que 14 mois avant la disparition de Lucas, un autre adolescent a échappé de peu à un enlèvement. Et cette seconde affaire a eu lieu à Bagnols-sur-Cèze. Et là, il y a un enfant de 13 ans qui raconte qu'il marchait dans la rue et qu'il y a eu une camionnette blanche qui s'est mise à son niveau et qui a commencé à rouler à la même allure que lui marchait et qu'un homme a essayé de l'attraper, a tiré son bras. Et qu'à ce moment-là, il a réussi à se dégager. Les similitudes entre les différentes affaires sont très troublantes. On est face à des personnes qui pourraient utiliser un même mode opératoire, c'est-à-dire avec un camion qui ciblerait peut-être des jeunes adolescents, des garçons. Ça fait quand même pas mal d'éléments qui laissent penser, en tout cas, que les policiers ont peut-être affaire à une équipe de ravisseurs en série. Et donc à ce moment-là, évidemment, les enquêteurs se disent et se demandent si Lucas n'a pas lui aussi été victime de ces personnes qui auraient pu, cette fois-ci, réussir à l'enlever. Des ravisseurs d'adolescents sévissent-ils réellement dans la région? La question effraie les habitants de Bagnols. À l'époque, toute la population est traumatisée par ça. Vous allez au café du coin, on vous en parle. Vous allez vous rencontrer les parents d'élèves et ils vous en parlent. Vous allez sur le marché, on vous en parle. On avait une crainte que d'autres enfants disparaissent. On se surveillait les uns les autres. Mes parents ont beaucoup stressé du coup après la disparition. Ils se sont mis stressés dès que je répondais pas aux messages et au téléphone. Et du coup, c'était pesant pour moi de les sentir tout le temps stressés et avoir peur qu'il arrive quelque chose. Il y a une mini-psychose qui s'installe et les gens ont vraiment peur. Et tout le monde a peur de se faire enlever son enfant. Et voilà, on en arrive là. Tout le monde pensait qu'à ça. Et souvent, il y avait la description de ce fourgon blanc. Le fourgon blanc, ça tournait en boucle sur les réseaux sociaux. Dans l'espoir d'identifier les ravisseurs, les policiers interrogent leur système d'analyse criminelle, Salvac. C'est un système qui recense toutes les affaires, ou un maximum d'affaires en tout cas, élucidées et non élucidées, et permet de faire un recoupement informatique de toutes les données qui sont enregistrées sur chaque dossier. Les policiers cherchent grâce à leur logiciel des individus tatoués sur l'avant-bras, mis en cause dans des affaires similaires. Et le nom d'un SDF émerge des croisements effectués par le système informatique. C'est quelqu'un qui a environ 35 ans, qui a le crâne rasé, qui est maigre, qui a le type européen et qui a le fameux tatouage sur le bras. La description physique du SDF attise la curiosité des enquêteurs. Il correspondrait, on va dire en apparence, au portrait robot qui a été dressé. Les enquêteurs prennent connaissance du casier judiciaire de cet individu. Ce SDF a notamment été condamné pour différents faits de violence. Des actes commis à seulement 80 km de Bagnols-sur-Cèze. Un autre élément va renforcer les soupçons des policiers. Les enquêteurs découvrent que ce SDF a pour connaissance un autre marginal, lui aussi condamné pour des agressions sexuelles, et qui, au moment de la disparition de Lucas, squattait, habitait quelque part, pas très loin de la famille Tronche. Et détail important, cet autre marginal a également l'avant-bras tatoué. Les enquêteurs mènent des investigations autour de ces deux individus. Et il apparaît que le jour de la disparition de Lucas, les téléphones portables des deux hommes ont borné à Bagnols-sur-Cèze. Les policiers convoquent alors l'adolescent qui a failli être enlevé 6 mois après la disparition de Lucas. Ils lui montrent les photos des deux marginaux suspectés. Et l'enfant va être catégorique, ce ne sont pas les gens qui ont tenté de l'enlever. Les deux marginaux ne semblent pas impliqués dans les tentatives d'enlèvement. Mais qu'en est-il pour la disparition de Lucas Tronche? Les enquêteurs vont mener des investigations sur ces deux marginaux. Dans des conditions pas forcément faciles, puisque ce sont des gens très mobiles, dont on ne sait pas toujours où est-ce qu'ils habitent, quelles sont leurs habitudes. Les enquêteurs parviennent enfin à localiser les deux hommes. Entendus, ils nient toute implication dans la disparition de Lucas. Aucun élément matériel ne permet aujourd'hui
de les relier à l'affaire. Les policiers du SRPJ de Montpellier ont depuis appris que l'adolescent qui prétendait avoir échappé de peu à un enlèvement 14 mois avant la disparition de Lucas Tronche avait inventé de toutes pièces cette histoire. Quant à l'autre garçon, il semble avoir été victime d'un simulacre d'enlèvement qui en réalité était une mesure d'intimidation dans le cadre d'un conflit intrafamilial. Alors que toutes les pistes se referment les unes après les autres, les investigations vont être relancées par un courrier porteur d'espoir. 22 octobre 2015. Cela fait 7 mois que Lucas a disparu. C'est alors qu'une lettre anonyme adressée à Éric et Nathalie Tronche parvient à la rédaction de RTL. Que les parents de Lucas ne s'inquiètent pas. Il va bien. Pas de mauvaise rencontre. Il aime sa famille. Il va bien. Il n'est pas malade. Il va bien. Il va bien. Le style de la lettre laisse à penser que c'est quelqu'un d'assez rigide parce que d'abord il écrit en lettres majuscules, en lettres bâtons, sur des lignes, tout est très cadré. Les mots qu'il trouve importants, il les souligne 3 ou 4 fois. Tout montre, tout tend à penser que c'est quelqu'un d'assez, ce qu'on appelle psychorigide. Est-il réellement possible que l'auteur de cette lettre soit avec Lucas ? 2 feuilles ont été glissées dans l'enveloppe. Il y a une feuille de tilleul et une feuille de lierre qu'on identifie immédiatement. Et nous, on se dit, ça fait les initiales de Lucas, ça fait LT. Ah ben oui, mais ça se trouve, voilà, c'est peut-être Lucas qui a mis ça pour montrer que cette lettre est vraie, voilà. La lettre est immédiatement transmise à la police. Des prélèvements sont effectués. Et sur le ruban adhésif de l'enveloppe, un ADN masculin inconnu est isolé. 5 mois plus tard, le 23 mars 2016, une deuxième lettre anonyme est adressée à la mairie de Bagnols-sur-Cèze. Comme le premier courrier, elle est écrite sur une petite feuille quadrillée. Une nouvelle fois, le scripteur rassure les parents de Lucas. Voilà 1 an que vous êtes inquiets de ne plus avoir Lucas près de vous. Il va bien et n'est pas malade. Il vous manque, mais rassurez-vous, il va bien. Il mange bien, comme avant, et même plus. Lucas va bien, Lucas va bien. C'est très frustrant parce que, voilà, il y a juste marqué qu'il va bien, mais on n'en sait pas plus, quoi. Donc, on se dit, oui, mais on a envie qu'il continue à écrire des lettres. Le 13 avril 2016, les parents de Lucas reçoivent une 3e lettre. Puis les missives se multiplient. En tout, le Corbeau leur adresse 11 courriers. Toujours avec la même écriture, toujours sur le même papier. Les lettres anonymes, nous, on a pu en voir des photocopies avec mon confrère quand on faisait notre article. Et alors, ce sont des lettres qui étaient tracées à la règle. C'était des lettres capitales, écrites à la main, avec des mots qui étaient soulignés plusieurs fois pour bien faire passer un message. À chaque lettre, on se dit, ça y est, on va avoir d'autres informations, peut-être qu'il y aura une preuve, peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va nous permettre de retrouver Lucas à chaque fois, quoi. Vous savez, à un moment, on vivait que pour ces lettres. On attendait la prochaine. C'était vraiment une addiction, quoi. La personne nous rendait addicts des lettres qui nous envoyait, quoi. Sur un ton rassurant, le Corbeau donne des détails sur la vie de Lucas. Moi, je pars au quart de tour, évidemment, puisque je suis la maman et que je demande qu'une chose, c'est que Lucas soit vivant. Selon les lettres, Lucas vivrait avec des adultes et des enfants, mais n'aurait pas accès à Internet. L'auteur explique que l'adolescent est parti spontanément et n'est pas retenu contre son gré. On avait l'impression qu'il était comme dans une communauté et que quelqu'un l'avait pris sous son aile et écrivait pour lui. Comme si qu'il était tombé dans une secte, que lui ne pouvait pas écrire. Ça nous donne l'espoir de le savoir vivant et de le rencontrer un jour. Le Corbeau évoque aussi avec justesse les goûts de Lucas. Dans la lettre, il dit Lucas n'aime pas le foot, et on se dit oui, c'est vrai, Lucas il n'aime pas de foot. Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui n'aiment pas le foot, quoi. Tous ces petits éléments, ça concrétise la vie de Lucas à l'extérieur, mais surtout, ce qui surpasse tout, c'est que Lucas est vivant quelque part et heureux. Personne ne peut alors dire si le Corbeau dit vrai ou si c'est un affabulateur pervers.
Sa traque devient alors l'objectif numéro 1 des policiers. Les enquêteurs, ils se penchent de suite sur le papier parce que ce papier, il est intéressant. Il a des quadrillages rouges, des bords rouges. C'est pas un papier qu'on voit partout. La police travaille pour essayer de retrouver le vendeur, évidemment pour pouvoir remonter ensuite à l'acheteur. Mais les enquêteurs ne parviennent pas à retrouver quelle enseigne vend ce papier. Ils se penchent alors sur la feuille de journal qui compose la première enveloppe. C'est un gros boulot parce que des journaux en France, il y en a beaucoup. Et finalement, ces investigations vont ramener vers une édition d'un journal qui est diffusé du côté de Valence dans la Drôme. Le Corbeau a utilisé une page du Dauphiné libéré. Il pourrait donc habiter dans la zone de diffusion de ce quotidien. D'autant plus que tous les courriers sont oblitérés au centre de tri de Valence. Donc ça confirme l'hypothèse que le Corbeau est peut-être vraiment habite à Valence ou en tout cas dans ses environs. Les enquêteurs décident alors de tendre un piège au Corbeau. Dès que l'on parle de Lucas, il a tendance à envoyer un courrier. La police nous a fait savoir qu'elle voulait collaborer avec nous et nous avons fait paraître un article où la mère de Lucas justement témoigne dans nos colonnes. En espérant une nouvelle lettre, les policiers investissent en secret le centre de tri de Valence. Ils trient alors un par un tous les courriers postés. C'est un vrai travail de fourmi, c'est un boulot monstre, quoi. Il a fallu analyser, regarder, sortir des sacs, plusieurs milliers de lettres par jour pendant des semaines, jusqu'à trouver une lettre du Corbeau. Les policiers analysent ensuite les images des caméras de vidéosurveillance du centre de tri. Ils repèrent alors un homme qui pourrait être leur suspect. Et ils vont voir que quelqu'un a posté une lettre à 4 h du matin. Et ils vont suivre ensuite cette personne qui est sur un scooter. Grâce à la plaque d'immatriculation du scooter, les enquêteurs identifient l'homme qui a posté la lettre. Ils découvrent une personne qui a 57 ans, qui vit seule, quelqu'un qui travaille dans une grande surface. Le 12 juillet 2016 au matin, à 7h10, les policiers interpellent cet individu. Ils établissent qu'il s'agit bien du Corbeau. La tension est grande, car l'homme est soupçonné d'avoir enlevé Lucas. Ça se trouve, Lucas est enfermé dans sa cave. Les enquêteurs perquisitionnent sa maison. On se dit qu'on va retrouver Lucas, qu'il va dire où est Lucas et que ce cauchemar va finir. Voilà ce qu'on se dit. L'espoir est à son summum. Eric et Nathalie sont persuadés que dans la matinée, après la perquisition du lieu, Lucas va revenir à la maison. Alors que les parents espèrent retrouver Lucas vivant, les enquêteurs envisagent toutes les hypothèses. On fait venir des chiens qui sont spécialisés pour retrouver des restes humains. Les investigations ne mènent à rien. Le Corbeau est alors entendu au SRPJ de Montpellier. Il avoue rapidement avoir écrit les lettres pour donner de l'espoir à Eric et Nathalie Tronche. C'est d'ailleurs son ADN qui a été révélé sur l'enveloppe. Mais il déclare ne pas être lié à la disparition de Lucas. Les autorités font tout ce qu'il y a à faire et annoncent aux parents que c'était un fabulateur et qu'il n'y a personne. Donc là, effectivement, c'est très douloureux pour Eric et Nathalie. Les policiers n'ont rien de concret contre lui, à l'exception du fait qu'il ait envoyé quelques courriers anonymes. Après 34 heures de garde à vue, l'homme ressort libre du commissariat. On se sent très mal. On se dit, on verra pas Lucas. Lucas, il meurt une deuxième fois, là. C'était un effondrement total pour tout le monde. Pour tout le monde. Vous savez, je devrais pas le dire, mais j'en ai pleuré à la maison. Tout ce temps passé à identifier ce Corbeau mythomane a sans aucun doute bouleversé l'enquête. Les enquêteurs ont perdu énormément de temps à cause de lui. Il a fait dépenser de l'argent public avec des analyses ADN, avec la monopolisation des forces de police. Non, c'est impardonnable. Eric et Nathalie Tronche décident de porter plainte contre cet individu pour violence avec préméditation. On est consterné, voilà. J'ai choisi de réagir pour pas que ça se reproduise. On réclamait une condamnation symbolique. Faire des courriers suivis, faire des contenus pareils avec une manipulation psychologique à ce niveau, ah non,
C'était pas quelqu'un qui voulait nous faire du bien, c'était quelqu'un qui voulait nous torturer. Et il a réussi à nous torturer, oui. Négard, on l'a vu, la procédure engagée contre l'homme qui a envoyé les courriers anonymes a été initiée par les parents de Lucas. Est-ce que ça signifie que sans leur plainte, cet homme n'aurait jamais été inquiété par la justice ? Pas nécessairement, non. Dans notre système pénal, celui qui en principe déclenche les poursuites, c'est le procureur de la République. Et il suffit pour ça qu'il ait connaissance de faits qui, selon lui, caractériseraient une infraction. Alors, le plus souvent, les faits sont portés à sa connaissance par les victimes lorsqu'elles déposent plainte. Mais il arrive aussi que le procureur de la République en soit informé par d'autres biais et qu'il décide spontanément de déclencher les poursuites. Et pour revenir à notre cas, c'est dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Lucas que le procureur de la République a pris connaissance des agissements délictuels du Corbeau. Donc même en l'absence de plainte déposée par les parents de Lucas, il aurait tout à fait pu décider de déclencher des poursuites contre lui. Le 30 octobre 2017, le tribunal correctionnel de Nîmes a condamné le Corbeau à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 avec sursis pour violence avec préméditation. Qu'est-ce que vous pensez de cette qualification des faits et de la sévérité de la peine ? Les violences, telles que définies et réprimées par le Code pénal, ce sont des violences non seulement physiques, mais également morales. Celui qui, par son comportement, provoque un choc même émotionnel, peut être poursuivi pour violence. Et lorsqu'on parle de violence avec préméditation, il s'agit en réalité de violences aggravées pour lesquelles le Code pénal prévoit jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Et pour revenir à notre affaire, la condamnation du Corbeau à 1 an ferme, c'est évidemment une peine qui est très lourde, mais elle prend en considération le choc que les parents de Lucas, qui étaient déjà en plein désarroi du fait de la disparition de leur fils, ont dû ressentir lorsqu'ils se sont rendus compte que personne n'avait de ces nouvelles, contrairement à ce qui était pourtant indiqué dans les lettres anonymes. Depuis le début de l'enquête, Éric et Nathalie Tronche sont en contact régulier avec les policiers. Ils ont confiance et reconnaissent le travail effectué, mais cela ne les empêche pas de mener des actions personnelles dans l'espoir de retrouver leur fils. Regardez bien ce visage. C'est celui de notre fils Lucas qui a disparu depuis 1 an et demi. Vous l'avez peut-être croisé. S'il vous plaît, aidez-nous à le retrouver. Contactez-nous sur retrouvons-lucas.fr. Ce spot a été diffusé en 2016 dans 527 stations à essence de France. On a décidé de choquer les gens avec cette vidéo en disant voilà, c'est notre fils Lucas. Regardez, c'est notre fils Lucas parce qu'on veut choquer les gens, on veut que les gens réagissent. Quand on connaît le taux de fréquentation d'une pompe à essence, c'est fabuleux, c'est plusieurs millions de vues de la vie de recherche de Lucas par ce moyen-là. Les amis d'Éric et Nathalie Tronche ont fondé une association pour multiplier les actions médiatiques. 2, 1, 0. Un transporteur local fait même placarder l'avis de disparition de Lucas sur son camion. Ça représente 30 000 vues à minima par jour de cette semi-remorque par des automobilistes, et ce pendant 7 ans. Et ça, à la fin, ça fait des millions de vues. Donc c'est un cadeau inestimable qu'on a eu. Alors que les proches de Lucas multiplient les initiatives, une nouvelle disparition d'adolescents ébranle le département du Gard. Le 1er mars 2016, 1 an après la disparition de Lucas, Antoine Zoya, 16 ans, a quitté son domicile à Clarensac, à 62 km de Bagnols-sur-Cèze. Il n'est plus jamais revenu chez lui. Il est sorti de chez lui comme si de rien n'était. Il est passé dans son village d'ailleurs, à la vue de tous. Et puis bon, après avoir acheté un briquet au bureau de tabac, il s'est volatilisé sans avoir pris un peu d'argent, sans avoir pris ses papiers, sans avoir pris d'affaires. Il a disparu comme ça en quelques secondes. Comme pour Lucas, d'importants moyens sont déployés pour retrouver l'adolescent. En vain, comme Lucas, Antoine semble s'être évaporé. Les proches de Lucas sont tout de suite très touchés par cette disparition. Il y a 2 jeunes qui ont disparu. On cherche les 2 maintenant. On passe en mode doublement des recherches. Le 11 mars 2016, une information judiciaire pour disparition inquiétante est ouverte. La section de recherche de la gendarmerie de Nîmes est chargée de l'enquête. Très rapidement, les policiers qui travaillent sur la disparition de Lucas Tronche se rapprochent des gendarmes. Et les enquêteurs à ce moment-là se posent la question de savoir si c'est pas l'œuvre d'un même et unique prédateur. Car les similitudes entre les 2 affaires sont troublantes.
Ce qui frappe dans la disparition d'Antoine Zoya, c'est que, comme Lucas, c'était un jeune apparemment qui n'avait pas de problème ou de difficultés majeures, particulières en tout cas, qui ne présentait pas de mal-être ou de malaise. Il a le même âge que Lucas, à quelques mois près. Est-il possible que Lucas et Antoine aient fait la même mauvaise rencontre? Et à la disparition d'Antoine, on a été assez bouleversés. Et plus personnellement, moi je me suis dit, il y a un prédateur. Voilà, il y a un prédateur qui enlève les adolescents. Après, vous avez le film qui se déroule. Quel but? Des buts d'asservissement sexuel, d'assassinat, de choses pas très joyeuse. Les enquêteurs rapprochent les deux dossiers. L'idée à ce moment-là, c'est d'arriver à identifier éventuellement quelqu'un qui aurait été présent physiquement sur les lieux des deux disparitions et qui aurait éventuellement pu enlever les deux adolescents à 1 an d'intervalle. En étudiant les bornages téléphoniques, les enquêteurs identifient des centaines d'individus qui étaient présents sur les lieux des deux affaires lorsque les adolescents ont disparu. Ils se retrouvent avec une masse considérable d'informations qu'il faut traiter, sur laquelle il faut enquêter et qu'il faut vérifier. Il faut arriver à retrouver les gens et à reconstituer leur emploi du temps ces jours-là. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Pourquoi ils étaient dans ce secteur? Où est-ce qu'ils allaient? D'où ils venaient? Les gendarmes et les policiers mènent des enquêtes fouillées sur chacun de ces individus. Leurs alibis sont vérifiés un par un. Mais ces investigations ne permettent pas d'identifier un suspect commun. Jean-Marc, on vient de voir que la disparition d'Antoine Zoya a donné une nouvelle impulsion, une nouvelle dynamique à l'enquête concernant Lucas Tronche. Antoine et Lucas ont quasiment le même âge. Ils vivent à une 60aine de kilomètres l'un de l'autre. Et enfin, les circonstances de leur disparition paraissent similaires. Les enquêteurs ont donc cherché à établir des liens entre les deux affaires. Comment est-ce qu'on procède dans ces cas-là? La difficulté, c'est qu'il va falloir aller au-delà de ces rapprochements purement factuels et effectuer une enquête en profondeur pour essayer d'établir des liens concrets qui rapprochent ou qui ne rapprochent pas ces deux affaires entre elles. Bien sûr, un certain nombre d'investigations techniques, notamment touchant à la téléphonie, ont été faites, mais il va falloir faire également une enquête de proximité en ce qui concerne ces deux adolescents. Essayer de voir, par exemple, si à une époque ou à une autre, ils ont fréquenté le même établissement scolaire, s'ils ont pratiqué les mêmes activités sportives, s'ils ont pratiqué les mêmes activités périscolaires, sont-ils allés dans une même colonie de vacances, ont-ils eu des amis communs? Bref, faire un tas de recherches coordonnées, cohérentes. Or, le problème qui se pose, c'est que ce sont deux services différents qui sont saisis. On le sait, pour Lucas Tronche, c'est la police nationale, et pour Antoine Zoya, c'est la gendarmerie nationale. Et ce n'est un secret pour personne, les rapports sont souvent difficiles entre les deux entités. C'est vrai, les rapports sont parfois difficiles, sont parfois un peu tendus. Mais bien heureusement, très peu de temps après la disparition de Lucas Tronche, la police judiciaire de Montpellier a été épaulée par l'OCRVP, l'Office central de répression des violences faites aux personnes. Ce service central, ce service national, est chargé de coordonner différentes enquêtes concernant des homicides ou concernant des disparitions, quel que soit le service d'origine qui est saisi. Tout au long de l'enquête sur la disparition de Lucas Tronche, des moyens colossaux ont été mis en œuvre, que ce soit en matière de téléphonie, de vidéosurveillance, d'identification de propriétaires de véhicules. À chaque fois, ce sont des milliers d'informations qu'il faut récolter, qu'il faut traiter. Concrètement, Jean-Marc, comment ce travail est-il possible ? Alors bien sûr, sans l'informatique, ça ne serait pas réalisable, ça ne serait pas faisable. Ce sont des recoupements de fichiers informatiques, de données informatiques. Mais ces fichiers, ces données informatiques, ça n'arrive pas tout seul dans les ordinateurs des services de police ou de gendarmerie. Il faut aller les chercher par ce qu'on appelle des réquisitions. Il faut demander aux opérateurs de téléphonie mobile un certain nombre d'informations. Or, ces opérateurs sont de plus en plus nombreux. Il faut également interroger les entreprises qui pratiquent la vidéosurveillance, qu'elles soient publiques ou privées. Il faut interroger un certain nombre d'administrations qui détiennent les cartes grises, les permis de conduire, les passeports, et puis interroger un tas d'organismes, des banques, des compagnies d'assurance, des organismes de crédit, des supermarchés. Bref, on est dans une liste communiste à la Prévert, quasiment sans fin. Plus de 2 ans après la disparition de Lucas Tronche, le 27 août 2017, la petite Maëlys, 8 ans, disparaît lors d'un mariage à Pont-de-Beauvoisin en Isère.
4 jours plus tard, un suspect est placé en garde à vue. C'est un ancien militaire de 34 ans nommé Nordal Lelandais. Le 30 novembre 2017, il est mis en examen pour séquestration et meurtre de mineurs. Un mois plus tard, Nordal Lelandais est mis en examen pour un autre assassinat. Celui d'Arthur Noyer, 28 ans, disparu alors qu'il faisait du stop, le 12 avril 2017. La justice se demande alors si Nordal Lelandais ne serait pas impliqué dans d'autres affaires criminelles non élucidées. Ils ressortent plusieurs dossiers de disparition dans le sud-est de la France, notamment ceux de Lucas Tronche et d'Antoine Zoya. Le profil de Nordal Lelandais, il intéresse les enquêteurs dans le cadre de l'affaire Lucas, puisque c'est quelqu'un qui est soupçonné à ce moment-là d'avoir commis des crimes sur des personnes qu'il ne connaît pas, avec lesquelles il n'a pas de lien. Or, a priori, il n'a pas de lien ni avec Lucas ni avec Antoine. Et en plus, c'est quelqu'un qui, visiblement, agit sur le cadre de pulsion. Donc ça peut correspondre à quelqu'un qui à un moment donné, décide d'enlever quelqu'un et puis de commettre un crime. Je pense que c'est pour ça que la justice s'y intéresse. Très vite, l'enquête établit que Nordal Lelandais fréquentait régulièrement les secteurs où Lucas et Antoine ont disparu. Nordal Lelandais avait l'habitude de venir dans le Gard, puisqu'il a de la famille à proximité qui habite près de Bagnols-sur-Cèze. Et puis il avait aussi l'habitude d'aller faire la fête sur Montpellier, donc il passait forcément par le Gard. Les parents de Lucas suivent avec inquiétude les investigations sur cette nouvelle piste. On s'est dit que voilà, ça se trouve c'était la même chose qui était arrivée à Lucas, quoi. Qu'il avait rencontré, il se baladait finalement, et que voilà, que Nordal Lelandais était passé au mauvais endroit au mauvais moment, et que ça se trouve, voilà, Lucas avait été tué par cette personne. Les enquêteurs tentent alors de reconstituer les déplacements de Nordal Lelandais le 18 mars 2015, jour de la disparition de Lucas Tronche. C'est pas forcément un sujet très facile sur lequel enquêter, puisque c'est quelqu'un qui bouge énormément. C'est un ancien militaire qui bouge partout, en voiture. Il a été vu dans plusieurs régions en France. Et donc les enquêteurs vont devoir chercher tous les éléments qui pourraient le raccrocher à Bagnols-sur-Cèze. Donc ils vont chercher du côté de ses comptes bancaires, ils vont chercher du côté des vidéosurveillances, ils vont regarder un petit peu partout pour voir s'ils n'arrivent pas à trouver une trace de lui ce jour-là à Bagnols. Mais c'est l'étude de la téléphonie de l'ancien militaire, soupçonné d'être un tueur en série, qui va apporter des réponses importantes. Et il s'avère que le jour de la disparition de Lucas, le 18 mars 2015, ses téléphones bornes donc, sont localisés en Isère, donc à plusieurs centaines de kilomètres de Bagnols. Il n'aurait pas eu le temps matériel de venir dans le Gard, enlever Lucas et remonter chez lui en Isère. Pour les enquêteurs, Nordal Lelandais n'est donc pas responsable de la disparition de Lucas. C'est un grand soulagement, quoi, parce que voilà, on se dit bon ben voilà, allez hop, on ferme la porte. Et voilà, on a eu peur, mais c'est pas cette hypothèse-là pour l'instant. On continue, l'enquête se poursuit et tout reste toujours possible. Quant à la disparition d'Antoine Zoya, l'affaire va connaître un dénouement tragique. Le 29 septembre 2018, des chasseurs font une découverte macabre dans une forêt reculée près de Clarensac, la ville de l'adolescent. Ils découvrent un corps pendu à un arbre. Et à côté de ce corps, il y a un sac avec des affaires, il y a notamment un couteau dedans. Et très vite, on va identifier ces affaires comme appartenant à Antoine Zoya. 3 jours plus tard, le 2 octobre 2018, les résultats de l'autopsie sont formels. Il s'agit bien du corps de l'adolescent disparu, 2 ans et demi plus tôt. C'est une mort par pendaison. Il n'y a aucune trace suspecte qui est relevée sur le corps. Voilà, donc ce qui exclut qu'Antoine ait été tué, et encore moins par Nordal Lelandais. Antoine Zoya s'est donc volontairement donné la mort. Se pose à nouveau forcément la question d'un éventuel suicide de Lucas. Ça m'embête un peu de dire que nous, je pense pas que ce soit un suicide par rapport aux parents d'Antoine. Ça me gêne un peu de dire non, nous, il s'est pas suicidé, j'en sais rien. Donc ça reste une hypothèse. Moi, j'y crois pas, mais... C'est alors qu'un nouveau rebondissement va relancer l'enquête sur la disparition de Lucas Tronche. Le 17 octobre 2018, on est informé qu'une perquisition a lieu à Bagnols-sur-Cèze et qu'une personne a été placée en garde à vue. Et cet individu, c'est l'homme tatoué que les policiers recherchent sans relâche depuis plus de 3 ans. On imagine qu'au commissariat, il doit avoir tous les yeux rivés sur lui, tous les enquêteurs qui doivent le presser de questions, savoir où est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il a fait le jour où Lucas a disparu, pourquoi est-ce qu'il se trouvait à côté de la maison de Lucas, où est Lucas.
S'agit-il d'un simple témoin? Ou les enquêteurs ont-ils enfin trouvé le ravisseur de Lucas? Pour répondre à ces questions, le suspect est interrogé toute la journée. Mais l'homme a un alibi irréfutable. Le soir même, la garde à vue est interrompue. L'homme tatoué est mis totalement hors de cause. Selon les enquêteurs, il n'est pas impliqué dans la disparition de Lucas. Là, c'est un soulagement, puisqu'on cherchait un individu qui potentiellement avait pu faire du mal à Lucas ou enlever Lucas, et ce n'est pas le cas. Jean-Marc, l'homme tatoué aperçu près de chez Lucas le jour de la disparition, a finalement été identifié après plus de 3 ans de recherche. Son portrait robot avait pourtant été largement diffusé à Bagnols. Comment se fait-il que cet individu, qui on l'a appris vivait dans cette commune, n'ait pas été identifié plus tôt? Je n'ai pas vu le visage de cet homme tatoué, mais il se peut tout à fait que sa ressemblance avec le portrait robot ne soit pas flagrante. Tous les enquêteurs connaissent les limites de la fiabilité des portraits robots. Cette fiabilité, elle tient à plusieurs paramètres. D'une part, il faut que l'enquêteur qui établisse le portrait robot soit rompu à cet exercice. Et d'autre part, il faut que le témoin ait des qualités d'observation, de mémorisation et de restitution, c'est-à-dire de description. La découverte du corps d'Antoine Zoya dans un endroit isolé, loin de chez lui, relance bien évidemment l'hypothèse du suicide. En ce qui concerne Lucas, Nathalie et Éric Tronche, on les a entendus, ne croient absolument pas au suicide de leur fils. Quel est votre avis, Jean-Marc? En tant qu'enquêteur, on se forge un avis à partir d'éléments vérifiables, vérifiés et recoupés. Or là, rien ne permet de dire que Lucas était un enfant déprimé ou suicidaire. Au contraire, ses proches le décrivent comme un adolescent plutôt enjoué, heureux de vivre, sans problème particulier. Et puis les gens qui l'ont croisé ce matin-là l'ont trouvé plutôt joyeux, absolument pas inquiet ou déprimé. Et en plus, je voudrais ajouter que les très nombreuses battues organisées méthodiquement sur une longue période par des militaires, des gendarmes, des policiers, des pompiers, des spéléologues, des maîtres chiens et des centaines de bénévoles auraient dû permettre de retrouver son corps s'il s'était suicidé. Dans notre affaire, les enquêteurs ont cherché à savoir si Nordal Lelandais avait pu croiser le chemin de Lucas Tronche. Finalement, ça n'a rien donné. On a un peu le sentiment en ce moment qu'à chaque fois qu'une affaire est non élucidée, on cherche à la raccrocher, comme disent des policiers, à Nordal Lelandais. Non, c'est une démarche tout à fait légitime que de chercher à remonter dans le passé de Nordal Lelandais pour voir si son chemin n'a pas croisé celui de personnes qui ont été tuées ou qui ont disparu. D'autant que Nordal Lelandais est mis en examen dans des affaires dont les victimes ont des profils très différents. Une petite fille, un militaire. Il ne faut donc rien exclure a priori et tout vérifier. C'est ainsi que les gendarmes de la cellule Ariane ont ressorti 900 dossiers, dont celui de Lucas Tronche. Les investigations sur la disparition de Lucas se poursuivent. Aucune piste n'est définitivement exclue et l'hypothèse selon laquelle l'adolescent serait encore vivant est toujours au cœur de l'enquête. Moi, je l'imagine, oui, être parti ailleurs, faire une autre vie. Cette hypothèse, elle existe aussi, quoi. Une disparition volontaire, c'est dans les domaines de la possibilité. Hein. De reprendre tout, peut-être d'un trop-plein, de peut-être se sentir oppressé, pas bien, incompris au lycée. Voilà, avoir envie de tout changer, péter les plombs, partir. Pourquoi pas? Est-il réellement envisageable que Lucas ait volontairement quitté sa famille pour recommencer ailleurs une nouvelle vie? On ne serait plus alors dans l'hypothèse d'une simple fugue, mais dans celle d'une disparition volontaire, organisée et durable. Cette piste est toujours envisagée, et elle a d'ailleurs été ouverte dès les premières semaines de l'enquête. Car le 29 mars 2015, 11 jours après la disparition, la police a reçu un témoignage étonnant. Un homme a déclaré avoir croisé dans un centre commercial situé à 40 km de Bagnols-sur-Cèze un adolescent qui ressemblait beaucoup à Lucas. Ce témoin était accompagné de sa fille. Alors, ce qui est troublant, c'est que en fait, la jeune fille, elle connaît Lucas parce qu'ils étaient au club de natation ensemble. Même s'ils ne s'entraînaient pas le même jour, ils se connaissaient. Pour eux, il s'agissait de Lucas. Pour ces témoins-là, il s'agissait vraiment de Lucas. Le père et sa fille ajoutent un détail très intrigant. Lucas était, semble-t-il, ce jour-là, accompagné d'une femme d'une 50aine d'années. Ils ont expliqué que cette dame, les cheveux châtains, plutôt mi-longs, semblait plutôt prévenante avec l'adolescent. Elle
Elle le couvait du regard, elle le suivait un petit peu en retrait pendant que lui déambulait dans les rayons. L'adolescent qui ressemblait à Lucas avait l'air en totale confiance avec la femme qui l'accompagnait. Pour les policiers, l'idée que Lucas soit parti par amour, peut-être, hein, par amour pour une personne plus âgée, c'est une idée qui fait son chemin. Les enquêteurs demandent les vidéos de surveillance du magasin. Alors, grande déception, toutes les caméras en fait sont factices. Résultat, il n'y a aucun enregistrement. À l'aide des témoins, les policiers établissent le portrait robot de la femme mystère. Les enquêteurs, ce qu'ils veulent savoir, c'est si cette personne, si cette dame, ferait pas partie de l'entourage proche de Lucas. Parce que Lucas, c'est quelqu'un qui a un emploi du temps qui est quasiment sans trou. C'est quelqu'un qui n'a pas le temps d'aller nouer d'autres relations après les cours. Donc nous, on nous a soumis ce portrait robot qui nous a absolument rien évoqué. Les enquêteurs s'intéressent alors aux personnes qui sont passées en caisse. Ils analysent les tickets de carte bleue des achats effectués. Ils identifient 11 profils qui pourraient correspondre à l'âge de la femme. Ils nous ont présenté les noms des personnes qui avaient été identifiées sur ces paniers carte bleue, mais bon, voilà, on ne les connaissait pas. Pour les enquêteurs, il est donc impossible d'identifier cette femme, et donc de savoir s'il s'agissait bien de Lucas. Les enquêteurs, malheureusement, ne peuvent pas aller plus loin sur cette piste-là, et ils sont bien obligés de la laisser ouverte. Donc elle reste encore, à l'heure actuelle, on va dire, ça reste une piste d'actualité, une piste ouverte. J'aimerais tellement que ce soit ça, qu'il soit quelque part, libre, et voilà, qu'il ait choisi de faire sa vie. Mais voilà, moi, ce que j'aimerais dans ces cas-là, c'est qu'il faudrait qu'il nous fasse un signe et pour nous rassurer. Et puis, là, on pourrait continuer à vivre sereinement. Et si Lucas ne pouvait pas faire un signe à ses parents? Et s'il était prisonnier de son ravisseur depuis le jour de sa disparition? Plusieurs affaires à travers le monde ont montré que ce scénario cauchemardesque est possible. En 2006, l'histoire très médiatisée de l'Autrichienne Natascha Kampusch, enlevée à 10 ans, qui a réussi à échapper à son ravisseur après 8 ans de captivité, est loin d'être unique. Quand des enfants disparus sont retrouvés, réapparaissent ou sont retrouvés des années après, nous on a un espoir fou qui naît. On se dit mais ça peut nous arriver. Lucas va rentrer un beau jour, un beau matin, il va être chez lui. D'autres affaires ont défrayé la chronique. En octobre 2002, aux États-Unis, Sean Hornbeck a été enlevé à l'âge de 11 ans. Malgré des recherches importantes, ce n'est que 4 ans plus tard que la police a réussi à le libérer. En Californie, Jessie Dugard a quant à elle été séquestrée de 11 ans à 29 ans. Pendant toutes ces années, elle a vécu dans un cabanon de jardin. Alors est-il possible que Lucas vive en captivité depuis le 18 mars 2015 ? Un cas de séquestration où il ne pourrait absolument pas sortir, oui, ça peut arriver. Ça peut arriver, ça, être enfermé quelque part et ne pas pouvoir donner aucun signe de vie, oui. Pour moi, c'est une hypothèse aussi qui fait que elle existe et elle est autant possible que les autres. Et c'est une des raisons pour laquelle il faut qu'on continue à se battre, à chercher, parce que je me dis, ça se trouve, il est quelque part enfermé, et il espère qu'on va le trouver, quoi. Et son seul espoir, c'est qu'on arrive à le retrouver pour le libérer. Jean-Marc, on vient de parler de cas de séquestration d'enfants ou d'adolescents sur une longue période. Est-ce que vous pensez que cette hypothèse est crédible concernant Lucas ? Oh, on peut tout imaginer, Arnaud. Tant qu'on n'a pas d'éléments concrets, tant qu'on n'a pas de pistes sérieuses, on navigue entre toutes les hypothèses dans ces affaires de disparition, même les plus invraisemblables. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on n'a pas d'exemple en France de séquestration d'enfants ou d'adolescents de longue durée, à part quelques affaires intrafamiliales, mais là, on sait que c'est pas le cas. Alors malgré tout le travail effectué par les enquêteurs, les investigations n'ont pas permis d'établir ce qui est arrivé à Lucas ce mercredi 18 mars 2015. Quelle est l'hypothèse que vous privilégiez, Jean-Marc ? Il faut réfléchir à partir des faits, rien que des faits. Une chose semble établie, Lucas est sorti volontairement de chez lui. Il n'y a aucune trace
de lutte dans la maison. Il a enfilé son blouson, il avait son sac à dos, il a pris son téléphone portable. Ce n'aurait pas été le cas s'il avait été sorti brutalement de chez lui. Et puis, vers 17h15, la voisine dit l'avoir vu seul. Il semble donc également que personne ne l'attendait à l'extérieur de chez lui. Mais est-ce que Lucas aurait pu avoir un rendez-vous un peu plus loin dans la nature? Bien sûr, il aurait pu avoir un rendez-vous secret dont il n'aurait pas voulu parler à son frère. Mais l'étude de sa téléphonie n'a révélé aucun contact inhabituel. Tous ses amis ont été entendus. C'est un garçon qui a une vie bien réglée, qui vit dans une famille où les enfants sont très bien encadrés. Mais bien évidemment, il aurait très bien pu avoir rendez-vous avec quelqu'un qu'il aurait côtoyé au cours d'une de ses diverses activités. Autre hypothèse, celle de la mauvaise rencontre. Effectivement, on ne peut pas l'exclure. Lucas a très bien pu aller faire une promenade dans la campagne et faire ce qu'on appelle une mauvaise rencontre. Après, je suis bien incapable de dire ce qu'il a pu se passer, parce qu'à cette époque de l'année, au mois de mars, il n'y a pas grand monde qui se promène dans la campagne, personne ne travaille dans les vignes. Alors évidemment, un agresseur a pu agir en toute discrétion. Aujourd'hui encore, des investigations sont en cours. Il y a peu de temps, des chiens spécialisés dans la recherche de restes humains ont été amenés dans les alentours de la maison de Lucas Tronche, mais cela n'a rien donné. L'enquête menée par la police judiciaire est toujours très active et elle continuera de l'être tant que cela sera nécessaire pour aboutir à la vérité. En ce qui me concerne, je suis convaincu que quelqu'un, quelque part, connaît des éléments qui permettront d'aboutir à cette vérité. Les années passent et la douleur d'Éric et Nathalie Tronche est toujours aussi vive. On est dans l'attente. On est dans l'attente, on est dans... quelque chose d'incomplet. On voit ses frères, Arthur qui lui ressemble beaucoup. Quand je touche les mains d'Arthur, j'ai l'impression que je touche les mains de Lucas. Depuis le 18 mars 2015, Nathalie et Éric Tronche se battent sans relâche pour connaître la vérité. Ils sont remarquables. Franchement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de résister à des épreuves comme ça. Il faut qu'on sache, quoi. Donc il faut absolument qu'on trouve, que l'enquête avance pour... voilà, quelle que soit l'issue, il faut savoir de toute façon. Lucas aurait dû fêter son 20e anniversaire avec sa famille et ses amis. Alors, dans l'espoir que Lucas soit quelque part, toujours vivant, ses parents lui adressent ce message. Ce que j'aimerais lui dire, s'il nous écoutait, Lucas, c'est... tout ce qu'on veut, c'est un petit signe pour nous dire, un signe secret, un message qui soit pour nous et qui... pour nous rassurer, quoi. Quelque chose qu'il soit seul à savoir et qu'il partage avec nous, quoi. Pour nous dire qu'il est vivant, quoi. Voilà. C'est tout ce qu'on souhaite. Et si Lucas m'écoute, je dirais qu'il a rien à craindre. Il peut nous informer du fait qu'il ne veut pas nous voir, et puis ça s'arrêtera là. En tout cas, il faut qu'il sache qu'on l'aime, qu'on le soutient, qu'on peut le comprendre, on peut l'aider aussi, s'il en a envie. On peut le protéger. On peut changer de vie, s'il fallait changer quelque chose. On peut repartir à zéro ailleurs, s'il en a envie. Le quotidien d'Éric et Nathalie Tronche est ponctué d'événements qui soulignent sans cesse l'absence de Lucas. Un anniversaire, un repas de famille, une rentrée scolaire, une fête de Noël. Autant de moments qu'ils sont pour l'instant condamnés à vivre sans leur fils, à partager sans savoir ce qui est arrivé à leur garçon. Quelques mois après la disparition, ils ont mis en place un numéro de téléphone. Ils espèrent bien sûr recueillir des témoignages, aussi infimes soient-ils, et pourquoi pas un jour recevoir un appel de Lucas.